有大苗为了唱歌，跳大内舞了一呀，大不下比没白听见。和青的就年，和卡的大风风，了在了在呢。比江台的，比上马白那方，方是比就没了几招。Avant l'arrivée de Couleur de Chine, Lu Peiqiong et les filles de son village n'étaient jamais allées à l'école. Comme elle, beaucoup de petites filles des minorités du Guangxi n'ont pas accès à l'école primaire et secondaire. Elles gardent les vaches et les canards, vont chercher l'eau au puits. Elles aident leurs parents dans la rizière et portent de lourdes charges sur leurs frêles épaules. Loin des grandes villes et du monde moderne, la région des grandes montagnes Miao est exclusivement peuplée de minorités ethniques Miao, Yao et Dong. Originaires du nord du pays, les Miao ont été repoussés au cours des siècles vers le sud de la Chine, fuyant devant les guerres, les massacres, les corvées et les impôts trop lourds. Ici, le développement économique de la Chine a peu d'influence sur la vie des habitants. Sur les marchés des bourgades rurales, les sorciers Yao vendent des plantes médicinales. Les chamans Dong se livrent quant à eux à des rituels pour chasser les fantômes et font des offrandes aux esprits des ancêtres. Les Dong pratiquent le culte des ancêtres, tandis que les Miao et les Yao sont animistes. Dans les villages aux maisons en bois, on trouve la tour du tambour, fleuron de la culture des Dong, véritable centre culturel du village. La plupart des villages ne sont pas accessibles par la route. Les transports se font à pied. Toutes les marchandises sont portées à la palanche, sur l'épaule. Les paysans vivent du riz qu'ils cultivent, portent les vêtements qu'ils tissent, fabriquent leurs outils et récipients, mais cette économie de subsistance leur permet tout juste de manger à leur faim. Alors pas moyen pour eux d'aller se faire soigner à l'hôpital ou de payer l'école des enfants. Vivant dans des régions difficiles d'accès, les Miao restent fortement attachés à leur tradition. Ils résistent encore à la sinisation qui touche de nombreuses autres minorités ethniques de Chine et ont pu préserver leur mode de vie traditionnel. La plus belle expression de leur culture réside dans les costumes et les broderies. Un savoir ancestral qui se transmet de génération en génération de femmes pour perpétuer la beauté du monde. Autrefois, hommes et femmes portaient tous des vêtements de coton bleu ouatés l'hiver d'une remarquable qualité. Le coton était cultivé, filé et tissé à la main. Aujourd'hui, on ne cultive presque plus de coton par manque de terre cultivable. Mais contrairement à la plupart des hommes, les femmes portent encore le costume traditionnel. Elles achètent au marché les écheveaux de coton écru qu'elles tissent elles-mêmes à la maison. Elles se servent aussi du métier à tisser pour confectionner les bordures rayées de leurs vêtements avec des fils de soie de couleur. L'indigo est tiré d'une plante, la renouée, cultivée près des rizières. Le tissu est plongé plusieurs fois de suite dans la teinture et mis à sécher entre chaque bain. Le tissu teint est ensuite martelé, puis il est badigeonné au blanc d'œuf. Ce traitement rend le tissu imperméable, résistant, brillant, avec une teinte bleu violacée.
Les femmes Yao utilisent le même tissu pour faire leurs costumes. Les Yao affirment descendre d'un ancêtre chien. C'est pourquoi leur ceinture a la forme d'une queue de chien. Les costumes colorés des femmes embellissent chaque instant de la vie quotidienne. Leurs costumes de fête sont encore plus beaux. Malgré leur vie difficile, les habitants sont chaleureux et hospitaliers. Leur joie de vivre s'exprime en particulier lors de nombreuses fêtes qui ont lieu tout au long de l'année. L'hiver, ils dansent au son du lusheng, instrument de musique en bambou pour célébrer le Nouvel An. Ils s'y rendent en longue procession depuis leur village. Les filles portent leurs plus beaux atours pour séduire les garçons, et ceux-ci rivalisent d'ardeur pour mieux séduire les filles. Au printemps, la fête San-Yue-san est un grand rassemblement que l'on appelle aussi fête du canon fleuri. Les équipes de jeunes gens des villages se disputent un anneau lancé par un puissant pétard. Après la fête, les villageois rentrent chez eux à pied ou en bateau, car une grande partie des transports se fait aussi par voie d'eau. L'été, au moment des grandes chaleurs, la fête des poissons est l'occasion pour les familles Miao d'emmener les enfants se rafraîchir dans la rivière. Les villageois, pourtant dépourvus de toute richesse, possèdent un trésor, leur joie de vivre. Les Miao ont conservé ce que les sociétés modernes ont perdu, la simplicité, la convivialité et la politesse. Le labeur quotidien est harassant pour ces paysans, dont la survie dépend de leur capacité à fournir des efforts physiques intenses. Le transport et la vente du bois de sapin cultivé sur les pentes les plus raides de la montagne ne donnent pourtant que de faibles revenus. Et une fois tout le bois coupé, il faut attendre 18 ans pour qu'il repousse et qu'il y ait assez de bois pour vendre ou pour construire les maisons. L'hiver, on laisse les rizières en eau. Dès le mois de mars, on commence les labours avec l'aide des bovins élevés dans la maison. Les semis ont lieu en avril et le repiquage des plants de riz a lieu en mai. La culture du riz rythme les saisons de l'année. La vie des habitants de cette région repose essentiellement sur le riz. Manger se dit manger du riz dans toutes les langues locales. Ici, les gens ne mangent de la viande que les jours de fête. Pour améliorer l'apport en protéines, les Miao élèvent des poissons dans les rizières. Ils mettent des larves avant le repiquage et attrapent les poissons à la main pendant la récolte. Les beaux jours d'été, Lu Peixiong et ses amis se baignent dans la rivière. Leurs cris de joie et leurs chants résonnent dans la montagne.
Les petites filles aident souvent leurs parents à garder les vaches. Ceux-ci tirent quelques revenus de la vente de ces animaux. Car même en travaillant de l'aube à la tombée du jour, la production est trop faible et ils doivent acheter du riz pour boucler l'année jusqu'à la récolte prochaine. L'arrivée de l'automne marque la fin de la saison des pluies. C'est le temps des récoltes qui commence en septembre pour le riz ordinaire et en octobre pour le riz glutineux. Dès que le riz est mûr, les tiges de paddy sont cueillies une à une. Elles sont attachées en gerbes et rapportées à la palanche pour être séchées sous le toit de la maison. À la tombée de la nuit, on peut voir des colonnes de paysans rentrer au village lourdement chargés. Avant d'être consommé, le riz glutineux est décortiqué avec un pilon de bois actionné par les femmes au petit matin, avant le départ dans les champs. Parfois, l'énergie hydraulique remplace la force de travail humaine et montre l'ingéniosité de ces montagnards qui vivent en quasi-autarcie. Alors que la politique draconienne du contrôle des naissances mise en place par la Chine ne leur permet que 2 enfants, beaucoup de Miao en ont 4 ou 5. La naissance d'une fille est parfois dissimulée pour garder une chance de mettre au monde le garçon tant désiré. Selon la tradition, les filles ne comptent pas autant que les garçons. Seul le fils reste avec ses parents jusqu'à leur vieux jour. Mais maintenant, dans les villages des montagnes Miao, on ne voit plus les filles tout à fait comme avant. De nombreuses fillettes ont désormais des parrains et marraines qui payent leur scolarité. Elles s'appliquent à l'étude, car elles savent la chance inespérée qu'elles ont d'aller à l'école. En plus des parrainages, Couleurs de Chine collecte des fonds pour reconstruire des écoles. De nombreuses écoles de la région, construites pendant les années 1970, sont vétustes et dangereuses. La construction est faite dans le style traditionnel, en bois, sans un seul clou grâce au savoir-faire des artisans transmis à travers les générations. C'est une belle surprise pour Lu Peixiong et ses amis. Elles sont invitées à Pékin. Ce grand voyage leur permet de découvrir l'immensité de leur pays. Elles, qui n'ont jamais quitté leur village aux maisons de bois, prennent une voiture pour la première fois de leur vie. Les longues heures de train passent au rythme de leurs chansons. Enfin, elles arrivent à Pékin, épuisées mais ravies.
elles découvrent le monde moderne et partent courageusement à la découverte de la capitale. Dans les jardins du palais d'été des empereurs de Chine, elles ressemblent à de petites princesses. On croirait même que ce palais a été conçu pour elles. On dirait presque que le bateau de marbre se met à voguer sur le lac impérial. L'escalade de la Grande Muraille leur semble un jeu d'enfant, car les sentiers de leur village sont aussi escarpés que ces marches de pierre. Sur le chemin du retour, Lu Peixiong rêve à son aventure. Sa prochaine surprise sera-t-elle d'aller chanter à Paris avec ses amis ?